Est-ce que les identitaires, les patriotes, voyez ce que je veux dire, cette sphère à laquelle beaucoup d'entre vous appartiennent d'ailleurs, sont plus faciles à manipuler psychologiquement que les autres? C'est cette question que je pose dans cette nouvelle vidéo de la série que j'ai commencée il y a 15 jours, mais il y a eu la pause de Pâques, série que j'ai commencée sur les manipulations psychologiques et le modèle Big Five utilisé dans les réseaux sociaux notamment. Donc je vais traiter aujourd'hui de ce sujet, ça va évidemment faire grincer quelques dents, et donc pour éviter les gens qui montent dans les tours tout de suite, je vais dire quelques propos de désescalade. D'abord, je vais essayer de vous raconter de façon assez précise la façon dont Cambridge Analytica, qui a été largement financé par son vice-président, qui était à l'époque Steve Bannon, conseiller de Trump, nous sommes en 2014, je vais essayer de vous raconter comment Cambridge Analytica a fait à l'époque pour aider Donald Trump à faire sa campagne pour son premier mandat, comment Cambridge Analytica a aidé Nigel Farage à l'époque à faire la campagne du Brexit, et je vais essayer factuellement de vous dire ce que les gens qui à l'époque ont travaillé chez Cambridge Analytica avaient dans la tête pour favoriser d'une façon ou d'une autre les clients de Cambridge Analytica qui leur demandaient de les aider dans des manipulations psychologiques, mentales sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, mais pas que, pour faire gagner les candidats payeurs. Je vais essayer de vous raconter tout ça en disant tout de suite que, bien entendu, je ne suis pas en train d'expliquer, point numéro 1, que Donald Trump ou Nigel Farage sont les seuls à avoir utilisé ces méthodes. Au cours des séances vidéo que nous allons faire, je vous dirai pourquoi je pense que, d'une façon ou d'une autre, Emmanuel Macron a utilisé des techniques similaires, ou en tout cas des modes opératoires similaires, en 2017, au moment de sa campagne pour son premier mandat, peut-être d'ailleurs pour son deuxième mandat aussi. Et je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui un monopole de la manipulation psychique sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas les méchants trumpistes et les gentils en face. Tout le monde manipule tout le monde. Et je le redis, en réalité, on ne peut pas arriver au pouvoir aujourd'hui en étant quelqu'un de normal. Ce n'est pas une personnalité normale qui peut devenir président de la République. Les lacaniens comprendront ce que je dis en disant que structurellement, et donc je ne parle pas des mots galvaudés dans le langage quotidien qui ne veulent plus rien dire, mais en structure psychique, en termes de structure psychique, je pense qu'il faut être fondamentalement pervers pour arriver au pouvoir, et que les personnalités en tout cas qui arrivent à subir le feu politique sont des gens qui ont une capacité de résistance psychique, une façon de voir le monde, une façon d'aborder les autres, de subir les critiques qui est très différente de celle de monsieur et madame tout le monde. J'entends plein de gens, j'en ai entendu plein me dire il faut tous les dégager, c'est tous des nuls et nous serons bien mieux qu'eux. En fait, en réalité, la politique, c'est d'abord une capacité à encaisser des coups, et c'est pas vrai que tout le monde encaisse les coups de la même façon, et c'est pas vrai que tout le monde est capable de prendre des responsabilités. Et donc, pour pouvoir prendre des responsabilités, il faut une structure psychique particulière, il faut, comme on dit, les nerfs bien accrochés. C'est généralement la caractéristique des personnalités perverses, et donc croire que il y a les mondialistes qui sont des méchants et les patriotes qui sont des gentils, c'est évidemment une vision qu'on vous met dans la tête parce qu'on vous manipule, mais en réalité, être homme politique, être au devant de la scène, ça suppose des qualités psychiques particulières, de droite comme de gauche, et il n'y en a pas des qui sont meilleurs que les autres. On peut discuter des idées, mais en termes de personnalité, imaginer qu'on va avoir un saint qui va gouverner le monde est une illusion que je trouve sympathique, agréable, mais qui n'a pas de sens en termes politiques et en termes de faisabilité, si j'ose dire. Donc, je ne suis pas en train de dire ici qu'il y a le méchant Trump, le méchant Nigel Farage et les gentils autres.
je suis en train de dire qu'il y a des techniques de manipulation qui sont documentées, scientifiques. Je pense qu'à une époque, Trump, grâce à Steve Bannon, a bénéficié d'un avantage technologique, si vous voulez, d'un avantage comparatif par rapport à ses concurrents, qu'il a su l'utiliser intelligemment. Mais je ne pense pas que les autres soient des gentils. Voilà. Et je pense que tout le monde manipule et que tous les hommes politiques ont tendance à utiliser des techniques de manipulation. Que ce soit bien clair. Donc, ce que je vais dire, c'est pas il y a des gentils et des méchants. Je veux dire, c'est qu'il y a une nature politique qui est pas très glorieuse, mais qui est indispensable pour tenir, pour résister à la pression psychologique du pouvoir et des responsabilités. Voilà. Point numéro 1 que je voulais dire. Deuxième point, c'est que sur le fond, on va me dire oui, mais blablabla, tout ça, ça n'a pas marché. Alors, je vais vous parler d'utilisation du modèle Big Five appliqué aux patriotes aujourd'hui. Si vous voulez comprendre ce qu'est le modèle Big Five, regardez ma première vidéo que je mets en commentaire, enfin dans l'article, et je vais vous en dire 3 mots, attenant du courrier des stratèges qui accompagne cette vidéo. Donc ça va vous aider, ça va vous aider à comprendre ce qu'est le modèle Big Five. Donc voilà, j'annonce par avance que les commentaires disant c'est n'importe quoi, on comprend rien ce que vous dites, ou ça qui montre que vous n'avez pas regardé la première vidéo, que vous ne savez pas de quoi vous parlez, je les élimine pour éviter d'avoir des flux de commentaires haineux. Je préfère des commentaires intelligents et constructifs. Et donc ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a 2 sujets sur les techniques de manipulation dont je vais vous parler. Le premier sujet, c'est que la question, c'est est-ce que les techniques de manipulation marchent? Je ferai une vidéo consacrée à la mesure de l'efficacité de ces techniques, mais on estime qu'en effet, cette technique marche entre 1 fois sur 3 et 3 fois sur 4 selon la finesse des modèles qui est utilisée. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une technique de manipulation qui est utilisée qu'elle marche forcément. Mais on sait qu'en gros, elle marche entre 30 et 75% des situations aujourd'hui. Et je pense que plus le temps passera, plus on aura tendance à l'affiner si on n'éduque pas le public pour faire attention aux techniques de manipulation. Deuxièmement, on le rappelle, les techniques de manipulation utilisées par Trump, elles sont parties d'un postulat relativement simple. C'est qu'aux États-Unis, il y a une stabilité sur grosso modo 96% de l'électorat, 96-97%, c'est-à-dire que aux États-Unis, mais c'est quand même à peu près la même chose en France. Bien, les gens qui sont de gauche, qui votent démocrate, dans 9 fois sur 10, continuent à voter démocrate quoi qu'il arrive, et même 19 fois sur 20, pour aller vite, hein, et même un peu plus. Ceux qui sont républicains, dans 19 cas sur 20, continueront à voter républicain quoi qu'il arrive. Il y a une incertitude sur 2, 3, 4% de la population qui peut changer d'avis. Et l'enjeu des techniques de manipulation n'est évidemment pas de faire passer quelqu'un de 48% à 58% ou 70%. L'enjeu des techniques de manipulation consiste à aller grappiller le point ou 2 de l'opinion qui manque pour gagner l'élection. Et donc ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, ce sont les techniques qui ont été utilisées en 2015-2016 par Donald Trump pour grappiller les 2 points qui lui manquaient pour être élu. Voilà, c'est à peu près de cet ordre-là. Donc nous sommes bien d'accord pour dire que les techniques de manipulation sur Internet ne visent pas à retourner 100% de l'opinion, elles visent de façon très utilitaire, très cynique d'une certaine façon, à convaincre les quelques voix qui vont faire la différence le jour du scrutin, et c'est sur ces quelques voix que les techniques de manipulation se concentrent. Je ne vais d'ailleurs pas, dans la vidéo qui vient, vous faire l'histoire détaillée de toutes les techniques de manipulation qui ont été utilisées lors du Brexit, lors de l'élection de Trump en 2016. Je vais me concentrer sur 1 ou 2 points, et particulièrement sur les techniques qui ont été utilisées pour manipuler, exaspérer et galvaniser les forces dites patriotes. Ce sont des choses qui vont vous parler dans la situation française. Ma conviction personnelle, ceux qui me connaissent le savent, c'est que ces techniques sont largement utilisées aujourd'hui à travers des vecteurs comme les gens qui sont en Europe, en France aussi, financés par Steve Bannon ou par le général Flynn. On a récemment révélé sur le courrier, je vais vous en dire 3 mots, on a récemment révélé sur le courrier que l'opération QAnon, donc Q Anonymous,
qui a été menée aux États-Unis a probablement été initiée par le Mossad pour manipuler une partie de l'électorat américain avec pro-Trump, avec dans cette opération une aide du général Flynn. C'est évident que ces techniques sont à l'œuvre aussi en Europe et que aussi en France il y a des gens qui sont d'une façon ou d'une autre des exécuteurs, si j'ose dire, des techniques qui ont été utilisées aux États-Unis pour ce faire. J'en profite donc pour souligner un point avant de rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle que la vidéo que vous voyez est une vidéo sur notre chaîne YouTube, mais que l'essentiel de notre activité se fait en presse écrite sur le site lecourrierdesstratèges.fr et que les vidéos sont toujours accompagnées d'un article, parfois de fond, parfois qui la résume, mais ces vidéos s'insèrent toujours dans des univers, des contextes, des programmes d'explication écrite générale. J'en profite pour dire qu'environ 15% seulement de nos lecteurs s'abonnent. J'ai pas fait le calcul sur le taux de retour sur YouTube où les vidéos sont gratuites. Pour l'essentiel, nous avons des vidéos payantes sur la chaîne Patrimoine, mais sur celle la vidéo que vous voyez est évidemment gratuite. Je n'ai pas calculé le rapport entre ceux qui regardent cette vidéo et notre nombre d'abonnés, mais je le redis, il y a aujourd'hui 7 lecteurs sur 8 ou 6 lecteurs sur 7 qui ne s'abonnent pas, ou 6 spectateurs sur 7 qui ne s'abonnent pas. Et nous sommes indépendants financièrement, nous sommes indépendants des Trumpistes, nous sommes indépendants des mondialistes, nous sommes souverainistes, indépendantistes, nous ne vivons que de nos abonnements. Et il est indispensable, si vous voulez que les contenus de qualité éclairants et indépendants continuent à exister, il est indispensable qu'on améliore le taux d'abonnement par rapport aux lecteurs passifs. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent « je suis quelqu'un de bien, d'ailleurs je regarde des vidéos souverainistes », mais payer pour que ça marche, c'est encore mieux. J'étais sur le marché hier, vous voyez, je suis sur au siège du Courrier des Stratèges à Abbeville. J'étais au marché d'Abbeville hier, j'entendais encore à côté de moi une infirmière de l'hôpital qui disait « ah, les gens sont des moutons, nous on résiste ». Et je dis ben, « vous descendez quand dans la rue ?» Elle me dit « j'ai pas le temps parce que je travaille beaucoup, mais les autres sont des moutons, mais moi j'ai pas le temps de faire plus que ce que je fais. » Voilà. Eh bien non, voilà, on ne peut pas cela raconter, expliquer qu'on est un grand militant indépendantiste quand on explique qu'on n'a pas d'argent pour payer, pour soutenir la cause et qu'on n'a pas le temps de descendre dans la rue pour renverser les choses, mais que les autres sont des moutons, nous on est des gens bien. Ben non. Comme disait Platon, livre 3 de la République, il ne suffit pas de ne pas faire le mal pour être quelqu'un de bien, il faut faire le bien soi-même et regarder des vidéos, ça suffit pas pour être quelqu'un de bien. Voilà. Donc pensez à vous abonner, lecourrierdesstratèges.fr, et puis à un moment donné, si vous voulez être libre, eh bien il faudra en payer le prix et c'est pas toujours facile. Nous sommes assez bien placés au courrier pour le savoir. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de Cambridge Analytica. Alors en fait, je ne vais pas tout vous dire si vous voulez en savoir plus, mais je vais faire une longue série sur plusieurs mois, une émission par semaine sur les manipulations permises par le modèle Big Five sur les réseaux sociaux. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais enfin, si vous voulez tout savoir sur Cambridge Analytica, la littérature sur ce sujet ne manque pas. Je vous recommande tout particulièrement le livre que je vais évoquer largement aujourd'hui, qui s'appelle Mindfuck, hein, esprit pourri, pour être poli, qui a été écrit par le concepteur même du logiciel qui a permis la victoire de Trump, ou qui a aidé à la victoire de Trump en 2017. Il s'agit de Christopher Wylie. Allez voir sa biographie sur Internet si ça vous intéresse. J'en reparlerai à l'occasion, mais Christopher Wylie est celui qui a monté le modèle de manipulation qui s'appelait Cambridge Analytica, avec 20 millions de dollars apportés par Steve Bannon, précisons-le. Il a écrit un livre passionnant qui a été traduit en français sous le titre Mindfuck. Je crois que c'est chez Grasset de mémoire. Lisez-le attentivement, c'est écrit un peu aussi comme une histoire policière, c'est intéressant, c'est pas un livre théorique, c'est un récit de ce qu'il a vécu à l'époque de Cambridge Analytica et sur la façon dont les opérations ont été menées à l'époque. Je vous recommande vivement de lire ce livre parce que vous allez apprendre plein de choses. Moi, ce que j'ai retenu, dont je voulais vous parler, c'est que d'abord Cambridge Analytica a probablement été la première structure internationale, puisque Cambridge Analytica a fonctionné en Grande-Bretagne
aux États-Unis, mais aussi en Russie. On peut penser que la Russie de Poutine a repris très largement les techniques de Cambridge Analytica. Je suis désolé pour tous ceux qui pensent que Poutine est un chevalier blanc contre les méchants mondialistes. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, la vie. Voilà. Et c'est sur Netflix, le combat du bien contre le mal. La vérité, la vraie vie, c'est le mal contre le mal. Voilà. Et ceux qui vous racontent le contraire sont des menteurs. Donc, dans la pratique, Cambridge Analytica est la première structure qui a industrialisé un modèle dont l'embryon avait été conçu par Barack Obama pour sa campagne électorale de 2008. Donc vous voyez que gauche comme droite, l'enjeu c'était la maîtrise technologique de la manipulation par les réseaux sociaux. Et Christopher Wylie explique que Cambridge Analytica a fait fortune en prouvant son efficacité à Steve Bannon en lançant des opérations expérimentales aux États-Unis pour montrer comment on pouvait manipuler l'électorat patriote. Et Christopher Wylie explique en utilisant le modèle Big Five, vidéo précédente. Et Christopher Wylie explique que Cambridge Analytica, par exemple, lançait sur Facebook, lisez le livre. Je ne vous donne pas tous les détails aujourd'hui, on ne s'en sortirait pas. Mais Christopher Wylie explique qu'à l'époque, Cambridge Analytica utilise Facebook pour, par exemple, créer un groupe de patriotes. On va dire le groupe des patriotes d'Aulnay-sous-Bois en France, ce serait l'équivalent. Et donc, grâce à Facebook, on parvient d'abord à agglutiner 10, 15, 20 personnes. Alors, je prends Aulnay-sous-Bois, on va dire. On crée le groupe des patriotes de Seine-Saint-Denis sur Facebook et ce groupe va permettre d'identifier 20, 25, 30 personnes qui se sentent patriotes en Seine-Saint-Denis. Ce groupe va être complètement actionné par Cambridge Analytica. Simplement, les patriotes de Seine-Saint-Denis, qui sont des braves gens et qui sont sincères et qui ne sont pas rompus aux techniques de manipulation et d'espionnage, les patriotes de Seine-Saint-Denis pensent qu'ils ont affaire à un groupe sincèrement créé par d'autres patriotes avec le nom, je ne sais pas, Albert Dupont, Michel Durand, qui est leur adresse et tout va bien. Voilà. On ne peut que leur faire confiance. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité ce groupe il est financé par un parti politique et que ce groupe est non pas constitué de patriotes sincères mais de pratiquants de la manipulation, de psychologues expérimentaux, de psychologues sociaux qui se font passer pour des kidams, pour des militants et qui sont en réalité payés pour manipuler des militants. Et selon des techniques que Christopher Wylie explique très bien, à un moment donné, on organise même la première réunion de patriotes en Seine-Saint-Denis avec les initiateurs du groupe patriote de Seine-Saint-Denis sur Facebook. Et les gens qui viennent à la rencontre au fond d'un café, dans un lieu comme ça, un peu ordinaire, mais où on va se réunir pour faire la révolution, les gens qui viennent à cette réunion sont convaincus que les organisateurs, les animateurs du groupe sont des gens sincères, des ouvriers, des je sais pas quoi, des employés de mairie, des employés de je sais pas quoi, on s'en fout, des gens qui sont là par conviction. Ils ne savent pas, on ne leur dit pas que ce sont en réalité des salariés de Cambridge Analytica qui sont en train de monter une opération, une barbouzerie, on dirait, c'est-à-dire une opération de mensonge fabriquée de toutes pièces sous couverture. Et puis, la réunion est menée avec des techniques d'organisation, d'animation qui sont parfaitement rodées par des spécialistes, puisque ces gens-là font leur métier, hein, ils ne sont pas là pour défendre une idée de la patrie, ils sont là pour, ils sont payés par un candidat pour monter un groupe, hein, et ils se font passer pour des militants qu'ils ne sont pas. Et ces gens-là vont donc faire croire aux gens sur place, à travers un certain nombre de techniques, qu'ils sont là pour défendre la patrie, notamment en utilisant la colère. Je vais y venir. Et puis on dit, ah mais on pourrait faire, on a le groupe Seine-Saint-Denis, on pourrait faire le groupe Val-de-Marne. Qui est candidat pour aller porter le groupe Val-de-Marne? Et là on s'aperçoit qu'à un moment donné, la structure Cambridge Analytica est en train de manipuler des gens à leur insu et petit à petit d'organiser une espèce de réseau sous couverture et qui va permettre de mobiliser l'opinion et qui va permettre de percoler dans la société et de faire progresser les idées qu'on défend. Moi, je suis convaincu que les Gilets jaunes, à la base, ont fonctionné comme ça, c'est-à-dire que les premiers Gilets jaunes, les premiers groupes de Gilets jaunes qui sont apparus sur Facebook
En gros, au printemps 2018, je suis assez convaincu qu'ils ont été aidés et organisés par des professionnels qui ont ensuite laissé la machine tourner toute seule, puisqu'ils n'avaient plus besoin d'apparaître au premier rang, même si j'ai des soupçons sur un certain nombre d'entre eux à l'époque, voilà, qui étaient des gens très malins d'ailleurs. Bref. Voilà comment fonctionne Cambridge Analytica, c'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'il y a une ferveur militante, en réalité c'est une opération de manipulation payée par un candidat, par une organisation, pour faire campagne autrement. Et en soi, ce n'est pas forcément répréhensible. Moi, ce que je reproche à ce système, c'est son manque de transparence. Mais ayez à l'esprit qu'il y a des gens qui se présentent comme des grands militants de la cause et qui sont en fait des salariés d'une entreprise de manipulation psychologique et qui ont été rompus à l'exercice pour vous manipuler en jouant au bon samaritain. J'ai en tête, puisque je l'ai vu, je vous l'ai dit, le courrier a reçu des propositions fermes d'une façon ou d'une autre de financement de la part de gens de ce type que nous avons refusé, mais je connais leur nom, je vois comment ils fonctionnent aujourd'hui sur Internet. Ils vous parlent beaucoup de diable, d'anges, de pédosatanisme. Ces gens-là, de mon point de vue, sont des salariés d'une façon ou d'une autre, plus ou moins directe, d'une entreprise privée qui est là pour défendre, en l'espèce, je pense que cette propagande-là sert essentiellement Trump et Poutine, et qu'en gros, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Hein. Et ils utilisent des techniques de manipulation que je vois au jour le jour, qui sont parfaitement rodées et parfaitement connues. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire que ça ne veut pas dire qu'en face, ils ne le font pas. Bien entendu que je pense que Macron utilise les mêmes techniques. Bien entendu que l'agence Viginum, que le fonds Schiappa, que l'OTAN elle-même a financé des opérations de ce type avec notamment ce que je rappelle souvent, l'application de la doctrine de l'infiltration cognitive développée par Kastenstein, co-auteur avec M. Thaler du livre sur le nudge. On se souvient que Kastenstein, dans un article de 2007 ou 2008, expliquait comment attaquer les complotistes en utilisant les techniques dites d'infiltration cognitive. Je pense que ça existe dans tous les partis. Voilà. Simplement, ce qui est documenté aujourd'hui, c'est que probablement Donald Trump avec Steve Bannon ont été les précurseurs de cette technique. Et qu'ils ont montré la voie aux autres d'une certaine façon. Mais les autres ont suivi, quelles que soient leurs obédiences, leur positionnement philosophique. Voilà, il ne faut pas imaginer qu'il y a les blancs d'un côté, les noirs de l'autre. Tout le monde en politique est gris, on va dire, c'est-à-dire tout le monde utilise à un moment donné des techniques pas très glorieuses pour accéder au pouvoir et ensuite pour le garder, quelle que soit la personne qui parle, je le redis. Dans cette affaire, ce que je voudrais montrer, c'est que lorsque, chez Cambridge Analytica, on utilise le modèle Big Five pour manipuler les patriotes, on cible, en termes d'analyse du modèle Big Five, deux catégories de population très particulières. On cible ceux qui ont un fort neuroticisme, comme on dit, c'est-à-dire une structure émotionnelle plutôt instable et qui donc sont sujets au stress, à l'angoisse, et on utilise des gens qui ont une faible ouverture d'esprit, low openness comme on dit en anglais, c'est-à-dire une faible curiosité pour les idées nouvelles, une frilosité pour l'innovation et un goût marqué pour le conservatisme, selon ce qu'on appelle dans le modèle Big Five et dans les ouvrages, lisez le Nudge de Thaler et Sunstein, ils s'en parlent très bien. On utilise l'heuristique de disponibilité, c'est-à-dire qu'on va essentiellement se fonder, s'entourer de gens, sensibiliser des gens qui aiment bien ce qu'ils connaissent et qui voient, comme on dit en français, midi à leur porte. C'est-à-dire que j'en vois moi beaucoup sur Internet. Vous voyez, là je suis à Abbeville. Je vous citais le cas à Abbeville d'une infirmière de l'hôpital qui dit ah, les gens sont des moutons. Vous, est-ce que vous battez? Non, moi j'ai pas le temps. Mais les autres, eux, ils ont le temps et c'est des moutons, ils se battent pas. Voilà, ça c'est un type de raisonnement, un type de biais cognitif. On y reviendra un jour. Mais il y a un autre biais cognitif qui s'appelle l'heuristique de disponibilité, c'est-à-dire je réduis le monde à ce que je vois directement et j'ignore savamment ce que je ne vois pas. C'est pendant des siècles, rappelons-le, l'Église catholique a fonctionné sur la base de cette heuristique de disponibilité.
dont la caricature, c'est je vois le soleil à l'est le matin, je le vois à l'ouest, donc le soleil tourne autour de la Terre. Voilà, c'est une expérience immédiate que je peux faire tous les jours et je m'y réfère parce que c'est la base de la vie. Et quand quelqu'un vient m'expliquer que en réalité c'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse, eh bien je fais appel à une compréhension du monde qui n'est pas audible selon l'heuristique de disponibilité, qui défie l'expérience quotidienne immédiate que je fais. Et donc j'explique que le gars qui me dit c'est la Terre qui tourne autour du soleil, j'explique que c'est un complotiste, un libertin, un athée, un antéchrist, un diabolique, un ami de Satan, etc. On connaît ça par cœur. Je prends cet exemple. Vous savez que Galilée a été brûlé à la demande de l'Église catholique, en partie de l'Église catholique d'ailleurs. Alors officiellement, pour avoir contesté, enfin pour avoir défendu l'héliocentrisme, c'est-à-dire le fait que la Terre tournait autour du Soleil, il a été condamné pour ça. C'est plus compliqué que ça, nous sommes d'accord, mais dans la légende urbaine qui ne repose pas sur rien, il y a bien eu cette idée à un moment donné dans l'Église catholique de criminaliser tous ceux qui remettaient en cause l'heuristique de disponibilité. Et dans l'heuristique de disponibilité du patriote, il y a assez naturellement l'idée que sa patrie est mieux que les autres pays. Alors moi je le lis très souvent dans les commentaires, je vois des gens qui en plus sont impardonnables parce que certains sont énarques, dire « Ah non mais les patrons recrutent des étrangers parce qu'ils les payent moins que les Français ». Ça, c'est l'idée. Les pays étrangers sont peuplés d'abrutis, spécialement en Afrique où ils sont tout noirs et donc débiles. Et si des patrons demandent à recruter des noirs, c'est parce qu'ils vont les payer moins et que c'est de demi-esclaves. On connaît tous l'histoire de l'esclavage et donc dans l'heuristique de disponibilité, on fait appel aux préjugés immédiats. Et quand moi je dis, mais attendez, si je recrute un Africain, c'est parce que il fait moins de fautes d'orthographe qu'un Français et qu'un Africain formé en Afrique noire dans des écoles de qualité a aujourd'hui un meilleur niveau et un meilleur comportement au travail qu'un Français, on m'explique que c'est pas possible. Enfin, j'insulte les Français, je suis méprisant, c'est immonde, comment peut-on dire des choses pareilles? C'est l'heuristique de responsabilité, de disponibilité, pardon. C'est la croyance que le monde qu'on a connu il y a 60 ans et dont on se rebat tous les oreilles, la France à la tête d'un empire au milieu de sauvages incultes, on croit que cette idée, ce monde-là existe encore, et quand on tombe sur des signes noirs comme moi qui disent ben, en fait moi entre un candidat africain formé et un candidat français formé, je trouve que le niveau de formation en Afrique est supérieur, on m'explique que je suis abominable et que je méprise les Français et que ça ne va pas. Et je le redis, je dis chaque fois aux Français, réveillez-vous, parce que vous êtes tellement convaincus d'être les meilleurs que vous devenez les moins bons. Ah, vous nous méprisez, voyez, vous nous insultez, je le lis quotidiennement, mais je le dis quand même aux Français, vous ne vous en sortirez pas dans un monde de compétition en ne foutant rien et en attendant la série Netflix, en buvant de la bière et en vous disant qu'est-ce qu'on est bien mieux que les autres. Ça n'est pas possible, il faudra faire des efforts et il faudra à un moment donné remettre en cause les droits acquis, comme on dit, parce que ces droits acquis nous avachissent et petit à petit nous précipitent dans le déclin. Voilà. Et notre déclin, il n'est pas dû à je ne sais pas qui, il est dû à nous-mêmes et à notre manque de combativité. Voilà. Quand je dis ça, je sais que je heurte les patriotes qui expliquent que je méprise les Français, que je suis arrogant, et ça, c'est la caractéristique de la faible ouverture d'esprit. C'est-à-dire les gens qui partent du principe qu'ils savent tout et qui ne cherchent pas à savoir et qui ne vont surtout pas chercher à remettre en cause leurs idées nouvelles. Donc le modèle Big Five permet de scorer, d'évaluer le degré d'ouverture d'esprit des gens à travers un certain nombre de questions ou de questionnaires. Et il est évident que je pense à ceux, notamment, me dit-on, Philippot lorsqu'il fait des vidéos, mais Asselineau fait la même chose. Il dit aux gens, vous êtes magnifiques, c'est flatter la faible ouverture d'esprit. Les gens qui vous disent, ah, les Français sont magnifiques, le problème c'est les étrangers, les francs-maçons, les ceci, mais les Français eux-mêmes sont géniaux. Ça, c'est appeler à soi les gens avec peu d'ouverture d'esprit, et c'est utiliser leur faible ouverture d'esprit pour les manipuler. Parce qu'on peut parler à tout le monde et dire aux gens, écoutez, le français n'est pas aussi génial que ce qu'il imagine, et aujourd'hui vous avez des candidats salariés africains qui sont bien meilleurs que les Français. Ah, on peut expliquer, on peut faire de la pédagogie, on peut dire aux gens qui ont une faible ouverture sur le monde que
ça ne se passe pas comme il l'imagine ailleurs, hein. Je fais d'autres exemples. Vous savez que j'habite à titre personnel à Belleville, à Paris, qui est un quartier très mélangé, et j'entends très régulièrement, ou je lis très régulièrement des commentaires qui me disent « mais vous devez être quotidiennement harcelé par des musulmans qui veulent vous étriper, quoi. En tout cas qui vous insultent, qui vous traitent de sale français. » Ils ont vu ça à la télé. Je suis à Abbeville, plein de gens à Abbeville, je suis à 1h30 de Paris en train, et quoi que je sois à 1h30 de Paris, j'ai plein de gens à Abbeville qui me disent je ne vais jamais à Paris parce que c'est trop violent, et j'entends des gens qui me disent nous sommes allés à Paris pour le Nouvel An, pour ceci, pour cela, mais nous ne sommes pas sortis le soir parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc moi je sors pratiquement tous les soirs dans Paris et je n'ai jamais été agressé, une fois il y a 30 ans. Mais dans mon quartier difficile où il y a une majorité de musulmans, d'arabes, de subsahariens, les agressions dont je suis témoin sont exceptionnelles, et pourtant je sors toute la journée, je sors tard le soir, je sors tous les jours, et nous sommes loin de cette violence que beaucoup de Français imaginent. Simplement, voilà, avec une faible ouverture d'esprit. Les gens ont lu dans le journal du dimanche que Paris était livré à des bandes africaines salafistes et que tout était très dangereux et qu'on se faisait traiter de sale français chaque fois qu'on se baladait. Et donc, eux-mêmes n'iront jamais vérifier sur place si c'est vrai, et ils vont et me disent mais monsieur, dans votre quartier on se fait agresser tous les jours quand on est français. Ben, j'y vis. Ah oui, non mais nous on sait mieux que vous, on l'a lu dans le journal. Voilà. Ça c'est la preuve, ça s'appelle l'heuristique de disponibilité. Paris est loin, je n'y vais jamais et je me contente d'en retenir ce que les gens en qui j'ai confiance me disent, et ceux en qui j'ai confiance, c'est ceux qui appellent tous les jours à la colère contre les étrangers, et toute parole dissidente est vécue comme j'allais dire un manifeste pour la créolisation, alors qu'il suffit d'aller dans ces quartiers. Vous voyez, je pense à mon ami Jacques Millard, maire de Maisons Laffitte, qui m'appelle il y a je sais plus quoi, 1 mois et demi, et qui me dit mais tu es en train de me dire qu'il y a des juifs qui se baladent en kippa dans les rues de Belleville. Mais bien sûr, ils sont à moitié, Belleville est à moitié fait de juifs militants, en tout cas convaincus, et d'arabes convaincus, en tout cas de musulmans convaincus, mais je n'insiste jamais à aucune agression, à aucune bagarre, et je vois tous les jours des juifs se balader en kippa dans les rues sans avoir 5 gardes du corps autour d'eux. Ah bon, mais j'y croyais pas. Le maire de Maisons Laffitte, voilà. Ça, c'est l'exemple même de la faible ouverture d'esprit sur laquelle un Donald Trump a tablé, parce que effectivement la pensée patriotique, elle peut, je ne dis pas que c'est systématique, moi je me considère comme patriote et je considère que je suis capable d'entendre comment ça se passe ailleurs et je suis capable de ne pas répéter en boucle les mêmes âneries et les mêmes organes. Mais c'est vrai que le mouvement patriote porte en lui ceux qui établissent comme doctrine « je préfère ce qui est près de moi plutôt que loin de moi », ce qui est un peu la définition de l'heuristique de disponibilité, et de fait, je porte en moi une doctrine où je considère que l'étranger n'est pas souhaitable, et donc une doctrine fondée sur la frontière et la méfiance vis-à-vis de ce qui est au-delà des frontières. Et ça, c'est quand même un peu la définition de la faible ouverture d'esprit. Et donc, assez logiquement, ceux qui ont conçu Cambridge Analytica se sont dit, si on veut fonctionner, si on veut développer une campagne électorale pour Donald Trump, eh bien, on va surtout s'adresser à ceux qui ont peu d'ouverture d'esprit, parce que très souvent, il y a un profilage ressemblant entre le patriote et la personne qui a low openness, comme on dit. Il y a un deuxième critère, hein, c'est le fort névroticisme, comme on dit, neuroticism, qu'on appelle par exemple parfois le neurotisme, hein, ou le névrosisme en français. On a du mal à traduire ce mot, et beaucoup de patriotes sont en effet des gens angoissés par le futur, angoissés par la mondialisation, angoissés par l'avenir, et ce caractère émotionnellement instable, joint à une faible ouverture d'esprit, favorise l'émergence de personnalités qui sont extrêmement influençables sur la question de l'identité, sur la question du grand remplacement, sur la question du danger que représentent les étrangers, parce que au fond, c'est dans ce profil-là, fort névrotisme, neuroticisme, forte angoisse vis-à-vis du monde, de l'avenir, forte instabilité émotionnelle, plus
faible ouverture d'esprit, on a là une conjonction de critères qui rendent les gens extrêmement sensibles aux manipulations, où il suffit de leur dire attention, tel étranger gagne beaucoup mieux sa vie sans travailler avec ses 5 enfants qu'un honnête Français qui va travailler tous les jours pour 35 heures et un salaire de misère. Et là, on crée tout de suite de la colère. Et donc, je le redis, la colère, je ferai une émission sur la colère, j'en ai déjà fait, j'en referai. La colère, des expériences dont je parlerai dans d'autres émissions parce que je ne veux pas faire des émissions à rallonge, mais la colère, scientifiquement, il est prouvé qu'elle permet de diminuer la capacité à raisonner et d'accélérer les surréactions névrotiques, on va dire ça comme ça, notamment chez les gens qui ont une faible ouverture d'esprit. Et donc je lis le fil quotidiennement de Damien Rieu. Damien Rieu est une sorte de caricature à l'état pur de cette conjonction entre la faible ouverture d'esprit et le fort névrotisme qu'il revendique en disant j'ai subi beaucoup de traumatismes durant ma jeunesse dans un quartier plein d'Arabes. Et donc on a là l'exemple même de ceux qui deviennent des espèces de bêtes féroces de l'identité parce qu'ils présentent des caractéristiques, des traits de personnalité, comme disent les Britanniques, qui sont extrêmement ciblés, extrêmement théorisés et documentés. Et c'est sur ces groupes-là que Cambridge Analytica va s'appuyer. Donc Cambridge Analytica va créer des groupes qui sont particulièrement destinés aux gens qui ont une faible ouverture d'esprit, une forte angoisse vis-à-vis de l'avenir, un fort neurotisme, et ils vont, dans ces groupes, rassembler des personnalités identiques en les noyant quotidiennement de publications qui visent à les mettre en colère et à nourrir leur angoisse et à nourrir leur volonté de rejeter l'étranger et de défendre la patrie. Et pour ce faire, ils vont utiliser un certain nombre de techniques. Alors il se trouve que progressivement, je parlerai dans une prochaine émission d'un article très important sur les techniques de manipulation à destination des personnes à faible ouverture d'esprit et à forte angoisse. Il est prouvé que cet alliage, si j'ose dire, entre je ne suis pas ouvert d'esprit et je suis angoissé, rend extrêmement perméable aux manipulations qui utilisent 3 techniques, celle de l'apprentissage social, celle de la preuve sociale, de la respectabilité sociale et celle de la comparaison sociale. Alors, je vous résume très rapidement en quoi consistent ces techniques. L'apprentissage social, c'est montrer comment on fait aux autres pour qu'ils apprennent en vous imitant. C'est ce que Damien Rieu a plutôt bien fait avec son mouvement à l'époque de jeunes qui faisaient des maraudes sur la frontière pour empêcher les migrants de passer. Et donc quand vous voyez ça, vous dites « Ah, moi je vais faire la même chose ». Et très souvent, sur le fil de Damien Rieu, on retrouve ces techniques qui sont des techniques que Cambridge Analytica a beaucoup travaillé, qui sont en gros comment faire comme nous, des modes d'emploi. Voilà. Ça, c'est la manipulation par l'apprentissage social avec « Ah, tu as très bien travaillé, je vois, cher camarade, cher Albert Dupont, que tu as très bien suivi nos conseils, ton résultat est extraordinaire, etc. » Ça, c'est une technique de manipulation qui fonctionne très bien sur les profils patriotes. Certains profils patriotes, en tout cas. Une autre technique, c'est celle de la social proof, c'est-à-dire la respectabilité sociale. On vous met quelqu'un avec une blouse blanche, et cette personne vous dit, ben voilà, moi je suis un savant, je suis un expert, et je vous explique ce qu'il faut penser. Ça explique pourquoi les identitaires se sont très peu battus contre le vaccin. C'est parce qu'ils avaient devant eux des gens en blouse blanche qui leur disaient, le vaccin c'est bien, et puis vous allez tous mourir si vous ne respectez pas ce que nous, médecins, nous vous disons. Et sur le patriote de base, cette technique de respectabilité sociale fonctionne très bien. C'est pour ça qu'on a vu assez peu de patriotes se battre. Par exemple, Damien Rieu n'a jamais parlé du vaccin, Marion Maréchal n'a jamais parlé du vaccin, Éric Zemmour n'a jamais parlé du vaccin, Marine Le Pen a très peu parlé du vaccin parce qu'elle a un public, tous ces gens-là ont un électorat de base qui est fondamentalement sensible à la social proof, à la respectabilité sociale, ce qu'on peut appeler l'autorité, ce que Bruno Retailleau appellerait l'autorité. Donc on leur met des personnes qui ont l'uniforme de l'autorité et ils obéissent. Troisième technique d'utilisation, c'est la social comparison, la comparaison sociale qui consiste, vous savez, c'est la technique assez simple
Et là aussi, on peut créer des colères. Donc, par exemple, ce qu'on prouve, c'est que lorsque des candidats à un emploi entrent dans une salle et voient que ceux qui attendent l'emploi, comme eux, sont débraillés, manifestement en mauvais état, ils se disent j'ai toutes mes chances. Et puis on fait arriver 3 mecs en costume, cravate impeccable, beau, sportif, rasé de frais. Et là, tout à coup, le moral tombe et on rentre dans la dépression. Donc si vous avez quelqu'un, si vous voulez manipuler quelqu'un qui a un fort neuroticisme, donc une forte capacité à l'angoisse, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous diffusez des photos d'Arabes qui roulent en Mercedes avec ce que vous voulez, 5 enfants, hein, et puis vous mettez dans un quartier à Roubaix et vous montrez les voitures occupées par des Français derrière, qui sont des petites Clio pourries. Et là, vous dites, ah, c'est dégueulasse, vous voyez, ça c'est la comparaison sociale. Les Arabes vivent beaucoup mieux que nous alors qu'ils ne travaillent pas. Ça, c'est une technique habituelle. Je prends un exemple caricatural, mais il en est de plein d'autres, et la comparaison sociale permet aussi, à un moment donné, de fonctionner avec des fortes interactions. C'est-à-dire que lorsque vous avez un patriote qui dit « Ah, je suis allé déchirer la photo ou l'affiche d'une boucherie musulmane ce matin à 8 h », les gens vont dire « C'est génial, tu es un excellent mec, etc. » Tout ça participe de techniques qui permettent de manipuler les gens et, dans un groupe, de susciter à la fois la colère et l'adhésion à une personnalité. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que donc ces techniques sont de plus en plus perfectionnées. Elles ont été très largement industrialisées à partir de 2014 grâce à Steve Bannon, proche conseiller de Donald Trump, mais aussi grâce au général Flynn qui a créé des entreprises ensuite dont le métier consistait à manipuler les gens sur les réseaux sociaux sous couverture. Que ces techniques, elles existent, elles sont utilisées, y compris en France, y compris par des influenceurs. C'est pourquoi nous, au Courrier, nous prenons grand soin à parler de notre chiffre d'affaires, à expliquer de quoi nous vivons, à détailler notre mode de vie, à expliquer que nous sommes une société par action simplifiée et que donc nous vivons dans un cadre juridique avec des règles qui nous obligent à être transparents et que nous passons notre temps à dire: demandez-vous de quoi les autres vivent, demandez-vous d'où vient leur financement, parce que je vois plein de gens qui en plus sont très péremptoires, qui utilisent des techniques qui flattent le patriote à la recherche d'un ordre rassurant, d'un cadre qui va lui permettre de maîtriser ses angoisses, qui lui explique que la France c'est beaucoup mieux que les autres pays. J'en vois plein comme ça qui font des petites mimiques, voilà. Tout ça est parfaitement, et on ne sait jamais de quoi ils vivent. Voilà. Alors il se trouve qu'en plus je les connais et que régulièrement je leur ai dit mais nous on peut t'aider, ah non mais c'est pas assez bien payé, ah mais non mais voilà. Et là on comprend qu'il y a des ressources financières cachées chez un certain nombre de gens dans le milieu patriotique. Mais chez les macronistes, c'est la même chose. Voilà. Et dans les autres mouvements, c'est la même chose. À LFI, c'est la même chose, rassurez-vous. Simplement, ils ne s'adressent pas au même profil psychologique et ils n'utilisent pas les mêmes techniques de manipulation, mais ils utilisent des techniques de manipulation. Donc je voulais vous dire aujourd'hui que c'était important de faire une histoire de la manipulation sur Internet, et je voulais prendre cet exemple de Cambridge Analytica pour montrer comment un certain nombre de réflexes patriotiques, qu'on va appeler de haters, vous êtes un salaud parce que vous ne dites pas que ceci, vous ne passez pas votre temps à dire du mal des Arabes, donc c'est que vous êtes un gauchiste, etc. Ces techniques sont parfaitement rodées, et moi ce qui me fait un peu peur, c'est que nous sommes entrés dans un monde où au fond l'opinion est travaillée au corps tous les jours pour accroître ces biais, ces traits de personnalité, pour d'une façon ou d'une autre les pousser à une dose toxique, et je trouve ça très regrettable. Je le redis, la ligne du Courrier des stratèges n'est certainement pas de nourrir la colère pour faire en sorte que les gens obéissent, qu'ils nous payent, qu'ils prennent des abonnements en disant je vais aider, etc. La ligne du Courrier des stratèges est d'expliquer et de faire des contenus ingrats pour dire aux gens: apprenez, développez-vous et laissez la raison reprendre le contrôle sur vos émotions, parce que vous avez un problème aujourd'hui, c'est que vous êtes la cible de manipulation. Et quand je regarde l'expérience Trump, qui officiellement est une expérience de patriote, qui va faire du protectionnisme pour sauver les gens, moi, chaque fois que j'ai dit depuis 2 ans, le protectionnisme ne marchera pas et se traduira par beaucoup plus de souffrance
que de prospérité. On m'a expliqué que j'étais un mondialiste, un macroniste, un libéral, l'homme du système, un traître. J'ai eu des torrents d'injures parce que les patriotes pensent qu'ils sont des gens très bien, mais l'essentiel de leur fonctionnement, très souvent, repose sur l'injure vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme eux. Hein. On leur a dit faible ouverture d'esprit. Et je trouve ça très dommage parce que Trump a fait perdre du temps à tout le monde. Il est en train de revenir en arrière. Le protectionnisme ne sera pas mis en place parce que Wall Street n'en veut pas. Et les patriotes auront collectivement, du fait de ces techniques de propagande et de l'irrationalité qui a été savamment travaillée au corps, les patriotes vont être un territoire sinistré. Parce que pendant des années, chaque fois qu'on parlera de protectionnisme, on aura « Ah, vous avez vu, ça ne marche pas ». Et puis chaque fois qu'on dira « Non, mais il faut défendre le peuple », oui, Trump disait la même chose, et puis voyez bien comment ça s'est terminé. Et donc, je pense que nous sommes tous perdants à un moment donné à expliquer qu'on va tous défendre le gars qui nous dit ce qu'on a envie d'entendre, qu'on ne va plus réfléchir et qu'on va y aller, on va leur taper dessus tous ces salauds. Quand vous sentez que ce mécanisme commence à fonctionner chez vous, c'est que vous êtes manipulé et que ça va mal se finir parce que je vais vous dire un truc désagréable. Le monde est compliqué et le monde est instable par nature. Et donc, plutôt que de vouloir un monde stable, apprenez plutôt à vivre heureusement avec l'instabilité. Et apprenez à vivre l'instabilité avec joie. Ça, c'est un bon sujet de vidéo pour un de ces quatre. Voilà. Si vous voulez que je traite d'autres sujets, demandez-les-moi, mais la semaine prochaine, j'aurai volontiers fait un focus sur qu'est-ce que ça veut dire avoir une faible ouverture d'esprit. Chaque semaine, je vais m'arranger pour vous faire une vidéo sur les manipulations au nom du modèle Big Five, telles qu'elles nous sont venues des pays anglo-saxons et telles qu'elles sont largement utilisées sur les réseaux sociaux par des entreprises prospères et parfaitement organisées, qui vous envoie des gens dont vous pensez parfois que ce sont des militants sincères. Voilà. À bientôt.